de vous présenter cette subvention, ainsi que les démarches et les détails de chacun de ses volets. Ce webinaire est animé par les deux CARSAT qui constituent la région Nouvelle-Aquitaine, donc la CARSAT Aquitaine à Bordeaux et la CARSAT Centre-Ouest à Limoges. Ce webinaire a donc plusieurs objectifs, donc vous faire connaître la subvention, avec notamment le volet des formations qui sont ainsi subventionnées. Vous êtes deux types de publics aujourd'hui, à la fois les organismes de formation et les formateurs d'entreprise, les formateurs internes. Les objectifs sont donc différents. Si vous êtes un organisme de formation, c'est intéressant que vous ayez l'ensemble des éléments pour pouvoir encourager vos clients à postuler à la subvention. Et si vous êtes formateur interne d'entreprise, il nous a semblé si nécessaire que vous ayez l'ensemble des éléments pour formuler des demandes au nom de votre entreprise. Nous cherchons également à vous faire connaître la procédure de demande et éviter ainsi les écueils. Alors, pour commencer ce webinaire, quelques petits éléments de contexte liés à la logistique de ce webinaire. Vos caméras et micros sont désactivés pour permettre de fluidifier les échanges. Vous pourrez évidemment les rallumer lors du temps de questions-réponses que nous prévoyons en fin de présentation. N'hésitez pas à poser des questions via le chat, le fil de discussion. Des modérateurs, donc Madame Berthomieux et Madame Benatout, seront prêtes à vous répondre. Nous prévoyons un temps de questions à l'oral pour les questions nécessaires. Nous vous invitons également, pour voir qui sont les personnes présentes, à indiquer votre nom, prénom, société ou organisme de formation dans le fil de la discussion. Ce webinaire est donc enregistré. Vous recevrez le replay ainsi que le diaporama ultérieurement. Alors, les équipes de nos deux CARSAT sont présentées sur cette slide. Pour la CARSAT Aquitaine, donc nous sommes 4 dans le service formation à œuvrer sur le dispositif d'habilitation. Madame Berthomieux, chargée des habilitations, Madame Bouffier, ergonome et chargée de partenariat, Madame Haro, assistante formation, et moi-même pour la responsabilité de l'équipe. Côté CARSAT Centre-Ouest, nous avons Madame Aupetit, chargée des programmes, et Madame Benatout, chargée des habilitations. Un point important, c'est que vous voyez que nous sommes deux CARSAT. Nous sommes du coup géographiquement restés dans le cadre des anciennes régions. Nous avons donc les départements de l'ex-Aquitaine pour la CARSAT Aquitaine et les autres départements rattachés à la CARSAT Centre-Ouest. C'est un élément important parce que nous sommes du coup vos instructeurs et interlocuteurs suivant le lieu de votre SIRET. Le webinaire d'aujourd'hui se déroulera en 3 temps. Rapidement, le contexte objectif de cette subvention. Nous parlerons ensuite des différentes actions financées et enfin de la démarche à suivre pour les entreprises. En termes de contexte objectif de cette subvention. Alors, cette subvention est intimement liée avec le FIPU. Le FIPU, c'est Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle. C'est un fonds qui a été créé lors de la réforme des retraites, qui vise notamment à prévenir l'usure professionnelle pour contrebalancer l'augmentation de l'âge de la retraite, en s'attaquant notamment à l'apparition des troubles musculo-squelettiques, qui sont des maladies professionnelles qui pèsent pour 87%. Plus particulièrement, cette subvention vise à prévenir les risques TMS, risques ergonomiques, en agissant sur des facteurs de risque de type posture pénible, vibration mécanique et manutention manuelle de charge. Ce fonds d'investissement, une bonne partie de ce fonds d'investissement a ainsi été confié au CARSAT pour qu'elle puisse porter la subvention prévention des risques ergonomiques. Je vais donc maintenant vous présenter les différentes actions financées par les CARSAT dans le cadre de cette subvention risque ergonomique, elle-même portée par le fonds prénommé FIPU. Alors, les types d'actions subventionnées par les CARSAT sont découpés en quatre typologies d'actions. Ce découpage est important parce que chaque type d'action a un plancher minimum de 1 000 euros de subvention et un maximum de 25 000 euros. Nous verrons plus tard qu'en fonction de certains critères, notamment de branche d'activité ou de nombre de salariés, ce plafond est variable. En tout cas, dans ces 4 types d'actions, la première des actions est dite action de prévention. C'est le type d'action le plus important parce que c'est dedans que nous y retrouvons les formations habilité INRS pour lesquelles vous êtes en théorie tous habilités. Dans ce type d'action, il y a également le volet diagnostic ergonomique dont nous vous parlerons et équipement. La deuxième partie, le deuxième type d'action, c'est action de sensibilisation. Là, nous verrons, c'est tout ce qui est collectif à destination des salariés.
Le troisième, aménagement de poste de travail, vise à pouvoir financer les équipements prescrits par le médecin du travail afin d'éviter la désinsertion professionnelle. Et enfin, le quatrième type de volet est la prise en charge des frais de personnel de prévention, donc les préventeurs d'entreprise, sur lequel un forfait salaire préventeur peut être versé pour les personnes qui œuvrent en prévention des TMS dans leur entreprise. Nous allons maintenant faire un focus pour chacune de ces types d'actions. La principale, donc celle sur laquelle qui est vraiment au cœur du coup de notre ordre du jour de ce webinaire, c'est les formations. Vous êtes organisme de formation ou entreprise habilitée à dispenser les formations INRS. La grande nouveauté de cette subvention, c'est que les formations habilitées INRS en lien avec la prévention des TMS sont éligibles à la subvention prévention des risques ergonomiques. L'objectif étant de permettre aux entreprises d'acquérir en interne les compétences nécessaires pour animer et mettre en œuvre un projet de prévention des risques ergonomiques. Ce sont donc un financement qui est prévu avec une prise en charge minimum de 70% sur les formations déployées sous habilitation INRS, à savoir les formations d'acteurs, mais également les formations de formateurs, y compris les MAC. Avec la nuance que pour la formation des formateurs, on parle uniquement des formateurs internes d'entreprise et non des formateurs d'organismes de formation. Les formations concernées donc, correspondent au logo que vous avez sur cette slide-là. Les formations PRAP, IBC et 2S sont donc financées, acteurs, formateurs et MAC. Les formations TMS, personnes ressources TMS et chargés de prévention TMS. Les formations ASD, donc acteurs prévention ou animateurs prévention qui relèvent du secteur de l'aide à domicile. Les formations SMS, donc animateur prévention SMS, et celles qui relèvent du transport routier, animateur prévention transport routier. Une prise en charge à 70% pour un plafond à 25 000 euros. Donc, vous êtes deux publics, organismes de formation et formateurs internes d'entreprise. À chaque fois, nous vous distinguons finalement quel est votre intérêt à vous pencher dans ces types d'actions. Vous êtes organisme de formation, ça veut dire que finalement, vos factures, vos prestations sont éligibles à la subvention. Donc, nous vous encourageons, et nous aurons des outils pour cela, de faire la promotion auprès de vos clients de l'existence de cette subvention, notamment en transmettant dans vos factures de vie les brochures et flyers qui en font la promotion. Cette promotion est sur facture versée. Cela permet du coup même de pouvoir proposer à vos clients de se faire subventionner les formations qui ont été réalisées en 2025, même celles qui ont été réalisées il y a quelques mois. Nous vous invitons néanmoins à respecter les exigences sur les factures, nous y reviendrons et vous aurez l'ensemble des outils. Pour les formateurs internes d'entreprise, eh bien, cela vous permet de financer aussi votre propre formation de formateur, puisque la formation de formateur d'entreprise est éligible à la subvention. Alors, on a un certain nombre de points de vigilance qu'on voulait partager avec vous. Vous aurez le diaporama, donc cela permettra de les regarder à tête reposée. Le cahier des charges de la subvention présente un certain nombre d'exigences, notamment d'exigences sur les factures. Donc, que les factures soient conformes en termes de SIRET, d'adresse de livraison. Il y a un modèle de facture qui est présenté, vous permettant de vérifier la conformité de vos factures. Les pièces qui sont demandées sont la facture du prestataire, donc la facture de l'organisme de formation, qui détaille la durée et le type de la formation. Nous demandons également l'attestation de présence à la formation. En cas de sous-traitance, il faut que la facture de l'organisme non habilité, qui sous-traite un organisme habilité, doit préciser le fait que qu'une sous-traitance est effective avec un organisme habilité. Il est possible de cumuler cette subvention avec la prise en charge des OPCO. Néanmoins, il ne faut pas que ça dépasse, et ça paraît évident, 100% de prise en charge. Attention, il y a un plancher, comme je vous l'expliquais au début, un plancher de 1 000 euros. Sachant que la subvention est à 70%, ça veut dire qu'il faut que soit versée à la demande une facture de minimum de 1 430 euros pour cette prise en charge. Pour les formations, du coup, c'est un plancher qui n'est pas difficilement atteint. Nous vous invitons à rajouter, en tant qu'organisme de formation, l'ensemble des temps avant-après qui viennent préparer la formation, l'encadrer, ça peut être le temps avec le dirigeant, l'intervention pour préparer la formation, l'accompagnement sur les solutions qui émergent des formations. L'important est de tout mettre dans la même facture en indiquant le nom de la formation en tête. Formation PRAP, formation TMS Pro, etc.
Nous passons maintenant aux deuxième typologie de volet de l'action sur les équipements et je laisse la parole à ma collègue Stéphanie. Merci Cécile, bonjour à tous. Donc, dans le volet action de prévention, nous allons voir également les équipements. Parce que pour faire de la prévention des TMS, on sait bien qu'il y a des solutions biomécaniques également. Donc là, on vous a listé tous les équipements qui correspondaient aux 3 facteurs de risque: vibration mécanique, posture pénible et manutention manuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une liste, un cahier des charges prédéfini. C'est une liste qui est limitative, donc on a mis une liste fermée, mais qui peut évoluer. La prise en charge sera également de 70%, avec un plafond de 25 000 € de subvention. Donc pour vos organismes de formation, ça peut être l'occasion lors de vos sessions de formation de faire le lien avec les besoins de l'entreprise. Ils ont fait monter une personne en compétence en suivant votre dispositif de formation. Pouvez leur parler des solutions sur les équipements. Et pour vous, formateurs en interne, ça vous permet de faire une demande de subvention sur facture acquittée en fournissant toutes les attestations. Donc, un exemple de matériel financé. Là, on a repris les infographies qui correspondent, je ne sais pas si vous connaissez, aux fiches comment bien choisir son matériel qu'on peut retrouver sur le site Amélie. Donc, ça va être des équipements de levage, des équipements de transfert. Donc, on vous a fait, c'est peut-être plus factuel de le voir comme ça en photo. Donc, quelques points de vigilance. Donc, on vous le marque bien, il faut bien respecter le cahier des charges. Dans le support qu'on vous enverra, vous aurez le lien direct vers le cahier des charges. Il y a un cahier des charges prédéfini pour chaque équipement. Il faut également fournir l'attestation du fournisseur qui, lui, s'engage à respecter le cahier des charges. Donc, la liste des pièces à fournir et le modèle des attestations, vous pouvez le retrouver dans les annexes, dans les documents utiles sur Amélie, dans la section annexes et conditions générales de subvention. Un petit rappel, parce que ça peut être des motifs de rejet, les achats en leasing et crédit bail ne sont pas pris en compte, comme également les achats de matériel d'occasion. C'est vraiment du matériel neuf et sur facture acquittée. Dans les motifs de rejet, on a souvent sur les équipements, on peut avoir des devis au lieu des factures acquittées, des cahiers des charges qui ne sont pas respectés ou des attestations de fournisseurs qui nous manquent. Donc, accompagnez bien, vous pouvez très bien accompagner l'entreprise pour lui montrer où trouver toutes ces attestations à fournir et cahiers des charges. Je vais redonner la main à Cécile qui va finir avec ce dernier volet, action de prévention, sur les diagnostics ergonomiques. Donc effectivement, dernier volet du pavé action de prévention, c'est le financement, toujours à 70% dans un plafond de 25 000 €, des prestations de type diagnostic ergonomique. Par diagnostic ergonomique, on entend une prestation intellectuelle qui vise à analyser les situations de travail, les facteurs de risque présents et leurs déterminants, afin de construire un plan d'action qui vise à éliminer ces contraintes. Ce diagnostic doit être réalisé par une personne compétente en ergonomie et intègre un certain nombre de points essentiels, visant justement à s'assurer de la qualité du diagnostic réalisé. Nous avons donc établi, à CARSAT Aquitaine et à CARSAT Centre-Ouest, des listes de cabinets conseils dont vous avez les liens en bas à gauche de cette slide. Donc, le slide vous permettra de cliquer directement vers ces listes de cabinets conseils qui sont donc éligibles à la subvention. De la même manière, si vous êtes organisme de formation, vous pouvez du coup faire par rapport aux remontées des difficultés que vous avez dans les entreprises que vous formez, faire le lien entre leurs besoins et la possibilité de réaliser des diagnostics par ces cabinets conseils. Si vous êtes formateur interne d'entreprise et que vous faites appel justement à des prestations externes par des ergonomes, vous pouvez demander l'aide sur facture, acquittée et attestation. On va maintenant passer au deuxième volet, qui est le volet action de sensibilisation et de communication. Souvenez-vous, en début de présentation, vous avez présenté le fait qu'il existait 4 typologies d'action. Là, il s'agit de la deuxième. Ce type d'action vise à participer au financement d'actions de sensibilisation et de communication sur les risques ergonomiques à destination des salariés. Cela concerne donc tout ce qui est collectivement réalisé à destination des salariés. Ce peut être des infographies, papier ou web, documentation, affiches, ou ça peut être des événements internes de sensibilisation au risque. On y intègre notamment les frais de logistique, les frais de prestation de type animation, préparation, bilan externe par un prestataire.
Sur cette slide-là, nous vous donnons du coup des exemples d'événements, hein, d'événements qui peuvent être réalisés auprès des salariés, de type atelier sécurité sur les pathologies TMS, sur les différents facteurs de risque, sur la démarche de prévention, animation des temps collectifs, hein, si vous faites des ateliers, des groupes de travail, des copiles, qui sont notamment périphériques à une formation PRAP. Là aussi, prise en charge 70%, plafond de 25 000 euros. Pour les organismes de formation, vos prestations de sensibilisation, hein, pas de formation, mais vos prestations de type animation d'événements collectifs sont donc éligibles. Vous pouvez du coup, sur facture, proposer à l'entreprise cliente de demander la subvention. Vous pouvez les proposer en sus des formations, faire la demande formation, mais également la demande sensibilisation pour tous ces événements collectifs à destination des salariés. Vous êtes formateur interne d'entreprise, ça vous permet du coup de financer les événements que vous organisez cette année dans vos entreprises. Location de salles, intervenants extérieurs, je pense notamment aux ateliers sécurité, hein, que les grandes entreprises sont souvent amenées à réaliser au beau jour. Nous avons ici évidemment des points de vigilance, hein, pour éviter le rejet des factures. Une attestation d'entreprise est donc demandée, enfin de demander le format de réalisation. Attention au titre de la facture. Il faut que la facture s'intitule sensibilisation et non formation, puisque pour formation, nous retombons sur le premier volet que nous avons présenté en début de webinaire. Cette action vise à financer les temps collectifs, finalement, les temps collectifs à destination des salariés, pour les sensibiliser sur les risques TMS. Je relaisse la parole à Stéphanie sur le troisième volet, que sont les aménagements de poste. Alors, ici, sur l'aménagement de poste, ça va être participer. L'objectif, c'est vraiment de participer au financement de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation, de transformation de poste d'un salarié qui serait dans le cadre d'une démarche de prévention de la désinsertion professionnelle. Quand on parle des insertions professionnelles, l'aménagement de poste ici ne s'adresse pas forcément qu'à des travailleurs reconnus handicapés. C'est justement, on veut venir en prévention primaire, c'est-à-dire qu'avant que la personne soit en rupture, essayer d'arriver à aménager son poste. Donc, les modalités, ce sera une demande pour un salarié, parce qu'on est vraiment sur des mesures individuelles pour l'ensemble des travaux, équipements, prestations. Ici, il n'y a pas besoin de répondre à un cahier des charges du moment que le médecin du travail a une annexe bien spécifique à remplir c'est l'annexe fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé. Nous financerons en tant que CARSAT tous les équipements ou prestations qui auraient été mises dans cette annexe. Il faut également que l'employeur remplisse une attestation justifiant que le salarié occupe un poste l'exposant aux facteurs de risque ergonomique. Ça sera une prise en charge et plafond, on vous expliquera, hors accord de branche, toujours à hauteur de 70%, avec une subvention maximale de 25 000 euros par opération. Pourquoi ici le médecin du travail intervient? Comme vous savez, la prévention de la désinsertion professionnelle est vraiment au cœur des services de santé au travail. Donc là, ça sera le médecin du travail qui, à la suite d'une visite, fera un certain nombre de préconisations justement pour éviter qu'on arrive à une inaptitude. Donc, comme toujours, pour vous, organismes de formation, lors de vos interventions en entreprise, vous pouvez justement sensibiliser les RH, sensibiliser l'entreprise sur ce volet d'action qu'on appelle aménagement de poste. Et pour ceux qui sont en interne, vous êtes à même de connaître justement les salariés qui pourraient être dans ce cadre de désinsertion professionnelle, c'est informer le service RH de cette possibilité de les maintenir en emploi. Donc, on vous a mis sur cette slide, on vous a mis en fait des exemples de ce qui est demandé et comment ça doit se faire. Parce que là, le point de vigilance, c'est vraiment que l'annexe 4 soit antérieure à l'achat d'équipements. C'est d'abord, on passe par le médecin du travail qui, lui, va faire ses préconisations. Donc, là, on vous met un exemple d'attestation qui a été faite en août 2024. L'entreprise après acheter son matériel, a eu sa facture acquittée au 30 décembre 2024. Donc, comme on est en année N, elle a fait l'achat du tablier électrique. Elle a déposé sa demande le 31/12/2024 à la CARSAT Centre-Ouest et elle a été payée le 10 mars 2025. On vous a mis que c'était cumulable avec la GFIP. Oui, vous avez la possibilité de cumuler en fait la subvention prévention des risques ergonomiques avec la GFIP. Par contre, il ne faut pas dépasser les 100% d'investissement.
Après avoir vu ce volet, on a un dernier volet qui est le volet action, on va dire salaire, ce qu'on appelle, nous, salaire préventeur. Comme on le sait, la prévention, en fait, pour la prévention des TMS passe par la montée en compétences, l'acquisition des compétences en interne pour gagner en autonomie et avoir une démarche pérenne. Donc là, les modalités, ça va être une participation forfaitaire au financement de ce qu'on appelle des frais d'un personnel, d'un salarié dédié à la prévention des risques ergonomiques. Donc cette personne doit faire des actions de sensibilisation, dans ce que vous avez présenté, Cécile, et des actions de prévention des facteurs à destination des salariés de l'établissement où il est. Donc, on demandera un contrat de travail, le contrat de travail du salarié, donc il peut être en CDD, en CDI ou à l'internat. Également, une attestation de l'entreprise justifiant que la personne sur le poste aura des actions de sensibilisation et de prévention. Également, vous le verrez un peu plus loin, on peut demander également une lettre de mission. Donc, c'est un forfait sur l'année 2023, 2024, 2027. Donc, c'est un forfait de 8 235 € pour cette période. C'est une demande par entreprise. Donc, vous, pour les organismes de formation, nous, on le présente déjà dans nos formations dirigeants sur les TMS. Quand vous formez des stagiaires sur du PRAP, sur de l'animateur prévention, TMS, personnes ressources TMS, TRL, vous pouvez justement leur dire que cette personne qui est formée pourra bénéficier, si elle répond à tous les critères, pourra bénéficier de ce forfait de 8 235 € justement pour mener au sein de l'établissement des actions de sensibilisation. Pour les formateurs internes, si vous ne l'avez pas déjà demandé, vous pouvez en bénéficier pour vous-même. Donc, les points de vigilance. On peut être amené à faire un échantillonnage de contrôle. Donc, lors du dépôt de la demande ou même lors du dépôt de contrôle, on demandera la fiche de poste détaillant les missions de prévention. On demandera les attestations de formation en lien avec les missions, les actions de sensibilisation. Et on peut demander à l'entreprise également de nous fournir un plan d'action où elle nous détaillera toutes les actions de prévention et de sensibilisation qui ont été mises en place au sein de l'entreprise par ce salarié ayant bénéficié du salaire préventeur. Donc, démarche à suivre pour les entreprises pour pouvoir bénéficier de cette subvention. Donc, comment est calculée la subvention? On vous a parlé à l'instant des actions de prévention. Donc, les actions de prévention, ça va regrouper, pour qu'on soit bien clair, ça regroupe les formations, les actions de formation, les équipements, le financement d'équipements et les diagnostics ergonomiques. Donc là, pour une entreprise, il faut bien faire la différence. Une entreprise, nous, on fonctionne pour la subvention en sirène, le SIRAN. Une entreprise peut avoir plusieurs établissements. Elle ne pourra pas cumuler 25 000 € sur chaque établissement. C'est au nom de l'entreprise qu'on demande la subvention. Donc, on vous redonne le taux de prise en charge. Pour les actions de prévention, c'est une prise en charge à 70% avec une subvention maximum de 25 000 € hors taxe. La même chose pour les actions de sensibilisation, aménagement de poste. Et pour le salaire de préventeur, on part sur un forfait de 8 235 €. Pour les entreprises entre 1 et 199 salariés, et également pour les travailleurs indépendants, on peut aller jusqu'à 75 000 € de subvention. Dans les 75 000 €, le forfait du salaire de préventeur est inclus dans les 8 235 €. Pour les entreprises de plus de 200 salariés, le plafond, ça sera plafonné à 25 000 € hors taxe. On vous l'a dit, mais on préfère le répéter, le montant minimum de subvention ne peut pas être inférieur à 1 000 €. Ce qui veut dire qu'il faut un minimum d'investissement de 1 430 €. Et cette subvention qu'on appelle FIPU, subvention prévention des risques ergonomiques financée par le FIPU, est cumulable et en plus des autres subventions qu'on peut vous proposer, les autres subventions prévention nationale, qui sont pour les entreprises de moins de 50 salariés, par exemple sur le risque chimique, on en a sur les risques chimiques, on en a sur le BTP. Vous pouvez cumuler 3 dispositifs sur ces subventions nationales. Donc là, vous avez atteint le plafond. Mais en plus, vous pouvez demander la subvention FIPU.
On a voulu faire la petite aparté, on vous a parlé un peu d'accords de branche. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des accords de branche. Il y a, pour les entreprises bénéficiant d'accords de branche, la règle, il va y avoir une valorisation, une majoration de la prise en charge de la subvention. Donc, ces accords de branche, on vous a mis un petit point d'information pour vous en donner. Il y en a on peut vous en donner quelques-uns, comme ceux qui ont été faits dans le secteur de l'aide à domicile, le secteur de la branche plutôt EHPAD à but non privé, à but non lucratif. Vous en avez depuis le mois de juillet pour les boulangers pâtissiers. Donc, pour vous expliquer un peu le concept de ces accords de branche. Une entreprise de moins de 200 salariés avait tout à l'heure précédemment, je vous ai montré, pouvait aller jusqu'à 70% de prise en charge. Là, on peut aller jusqu'à 85% de prise en charge. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 25 000 euros, par exemple, sur une action de prévention, on pourra aller jusqu'à 50 000 euros de subvention. Et le plancher, tout à l'heure, on pouvait aller jusqu'à 75 000 euros en cumulant action de prévention, action de sensibilisation, salaire préventeur et aménagement de poste. On pourra aller jusqu'à 125 000 euros. En revanche, pour les entreprises de plus de 200 salariés, vous ne pourrez pas dépasser ce plafond de 25 000 euros. Par contre, la prise en charge ne sera plus de 70%, mais de 85%. Pour la prise en charge des frais de salaire de préventeur, donc on le rappelle, salaire de préventeur, c'est des personnes qui ont un contrat soit à durée déterminée, soit en CDI, soit en étant en alternance, au sein des entreprises, fera l'objet d'une prise en charge forfaitaire. Donc là, on sera plus sur 8 235 euros, mais sur 10 000. Pourquoi on vous parle d'entreprise? Parce qu'une entreprise qui a plusieurs établissements, elle a 3 établissements, ils ne pourront pas demander 3 fois pour chaque établissement, par exemple, le salaire préventeur. Ça sera l'entreprise qui le demandera en une seule fois pour tous ces établissements. On fonctionne vraiment en entreprise. Si on prend un grand groupe qui a plusieurs établissements partout en France, eh ben c'est le premier qui aura demandé, en fait, le premier qui aura demandé qui aura cette subvention. On fonctionne bien en 6 rangs. Donc, on vous a préparé une petite infographie qui récapitule comment demander sa subvention. Donc, sur chaque petit item, 1, 2, 3, 4, 5, vous avez des liens pour vous guider justement sur la demande de subvention. Donc, sur la première, on vérifie dans un premier temps que le matériel ou la prestation est éligible en allant regarder les cahiers des charges et les conditions générales d'attribution. Ensuite, vérifier qu'en tant qu'entreprise, je suis bien éligible à la demande de subvention. Donc, on vous a mis un petit simulateur pour tester votre éligibilité. Ensuite, vous procédez, comme on l'a dit, à votre investissement parce que c'est sur des factures acquittées et non pas des devis par rapport à d'autres subventions. Là, c'est vraiment sur des factures acquittées. Une fois que vous avez fait votre investissement, vous vérifiez bien sur Amélie que vous avez tous les justificatifs qui sont nécessaires et vous faites la demande est à faire sur Net Entreprise dans le compte entreprise dans l'onglet prévention des risques professionnels. On vous a mis également le lien directement sur Net Entreprise. Donc, un petit rappel à qui sont destinées ces aides. Donc, les aides sont pour toutes les entreprises relevant du régime général. La fonction publique est exclue de ces dispositifs. Ce sont pour toutes les entreprises, quelle que soit la taille, de 1 salarié à X salariés. Il y a certaines conditions qui sont à remplir. Il faut être adhérente ou disposant d'un service de prévention de santé au travail. Il faut avoir réalisé et mis à jour le DURP. Obligation de réaliser la mise à jour du DURP à minima tous les ans pour les entreprises de plus de 11 salariés. Il faut avoir informé également les instances représentatives du personnel pour les entreprises qui en ont. Ne pas faire l'objet d'une injonction ou d'une cotisation supplémentaire de notre part et n'ayant pas un contrat de prévention en cours ou échu depuis moins de 2 ans. Et être à jour de ses cotisations sociales, donc ça on le demande par le biais d'une attestation URSSAF. Les entreprises peuvent faire des demandes pour chaque établissement, mais dans la limite des effectifs du SIRET, sauf pour le salaire du préventeur où ça sera versé en une seule fois. Et les associations peuvent également bénéficier de ce dispositif. C'est une nouvelle aussi pour les travailleurs indépendants.
Si des travailleurs indépendants adhèrent, cotisent à l'assurance volontaire AT-MP, cette cotisation se fait auprès, cette adhésion se fait auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. S'ils sont à jour de leur cotisation sociale et s'ils n'ont pas de salarié au moment de la demande, ils peuvent également être bénéficiaires du dispositif. Dans ces cas-là, il faut faire la demande. Vous pouvez avoir les coordonnées sur le site de la CARSAT Aquitaine. On vous a mis l'adresse email. Et également pour nous, vous avez un formulaire de contact. Alors, je vais reprendre la parole pour poursuivre sur les points de vigilance. Alors, on vous en a dit plusieurs des points de vigilance. Pour chaque volet, on vous a parlé de points de vigilance. On insiste souvent dessus parce que c'est pour éviter justement les écueils et les déceptions lors des demandes. Alors, sachez que cette aide, cette subvention, a la particularité de ne pas avoir de procédure de réservation. C'est-à-dire que contrairement à nos autres subventions, où on réserve, on fait une demande sur devis et on envoie ensuite la facture, là, cette subvention est uniquement versée sur facture acquittée. L'absence de réservation aboutit du coup à la règle premier arrivé, premier servi. Néanmoins, nous tenons à jour sur le site de la CARSAT Aquitaine un espèce de baromètre que vous voyez ici qui vous donne un peu le niveau des dépenses actuelles et du restant disponible. Actuellement, nous sommes dans le vert, donc nous avons toujours les fonds nécessaires pour verser la subvention. Ça vous permet du coup d'avoir une idée des réserves budgétaires que nous avons dans chaque CARSAT. Nous vous invitons toujours à regarder la modalité, la forme des factures en regardant la facture point de vigilance que vous pourrez cliquer directement sur le slide. L'autre particularité de cette subvention, c'est que ça fonctionne par année civile, si bien qu'une subvention déposée l'année N doit correspondre à des équipements ou des prestations réalisées la même année. Équipements livrés, prestations réalisées, salaire de personnel présent dans l'entreprise la même année que la demande de la subvention. C'est aussi rétroactif, c'est-à-dire ce que vous avez acheté, financé cette année, en 2025, peuvent être versés maintenant, même si ça a été réalisé en janvier-février 2025. Facture de l'année N, demande de l'année N. Se pose souvent la question que nous anticipons des formations qui peuvent être étalées sur 2 ans. Les formations habilitées sont parfois longues, personnes ressources TMS, animateurs prévention, SMS, sont parfois sur plusieurs intersessions, sur plusieurs modules, et peuvent s'étaler du coup sur 2 années civiles. Dans ce cas-là, pour ne pas avoir de rejet, nous vous invitons à déposer la demande la dernière année, l'année de fin de clôture de la formation. Vous demandez la subvention en produisant une facture qui rassemble l'ensemble des paiements, y compris les acomptes correspondant à cette formation. L'ensemble des éléments, que ce soit les cahiers des charges, les documents utiles, les flyers, sont présents sur une page nationale dont vous avez le lien amélie.fr qui présente l'ensemble des volets des subventions et l'ensemble des documents utiles. Nous avons aussi produit sur nos pages internet des différentes CARSAT des outils nécessaires. Excusez-moi, s'affiche aussi là les numéros de téléphone et l'adresse mail générique pour toute demande. Au niveau des CARSAT, CARSAT Aquitaine et CARSAT Centre-Ouest, nous avons également rassemblé sur des pages internet, dont vous avez le lien, l'ensemble des outils qui peuvent être utilisés. Nous proposons notamment des flyers dont vous voyez ici affichés, qui peuvent être transmis par exemple avec vos devis et vos factures. Je pense notamment aux organismes de formation. Vous émettez des devis pour faire des formations PRAP. Nous vous invitons à glisser ces flyers-là pour encourager les entreprises à demander la subvention. Sont également disponibles des vidéos de type tutoriel où on voit pas à pas comment réaliser la demande de subvention sur Net Entreprise. Ça vous permet du coup d'anticiper la manière dont sera à réaliser la demande. Le simulateur d'éligibilité dont vous a parlé lors de la démarche est également accessible depuis notre page internet, ainsi que la consommation en temps réel du budget. Tous les outils sont donc sur nos sites internet aux liens qui vous sont ainsi fournis. Nous arrivons du coup à la fin de la présentation et nous avons ainsi prévu un temps de questions-réponses. Nous sommes plutôt bons dans les temps, donc cela nous laisse du temps de répondre à vos questions sur cette subvention, que ce soit le contenu ou un contenu ou les démarches. Donc déjà, on va laisser la parole à... Oui, est-ce qu'on a eu des questions, Yolène et Nicole? Tout à fait. Alors, il y a eu pas mal de questions et on vous a gardé celles qui nécessitaient, je dirais, une explication. Alors, la première de Mathilde Langagne en a posé 2.
Donc, elle est formatrice PRAP. Elle était ergothérapeute, correspondant à un ETP dans son entreprise. Et suite à sa formation PRAP, elle doit dédier du temps, environ 20%, à PRAP, mais il y a toujours autant de besoins au niveau ergonomique. Donc, est-ce qu'il est possible, sa question c'est est-ce qu'il est possible de dédier les frais professionnels pour le recrutement d'un ergothérapeute pour les 20%? Alors, pas de manière directe. Mathilde, on peut vous répondre que si vous-même, vous êtes intervenante en prévention dans votre entreprise, vous avez une fonction de préventeur puisque vous animez des formations PRAP, et ben, ça permet de justifier la demande de subvention de l'entreprise. C'est-à-dire que votre entreprise peut bénéficier de 8 000 ou 10 000 euros en cas d'accord de branche parce que vous êtes justement préventeur d'entreprise. Ça peut être un argument pour votre entreprise pour embaucher du coup une personne supplémentaire parce qu'une partie de votre paye du coup sera aidée par la subvention. Autre solution que vous avez, c'est de faire appel à un prestataire extérieur, un ergonome, pour réaliser des diagnostics qui peut du coup peut-être vous aider dans votre mission de prévention au sein de l'entreprise. Vous voyez, à chaque fois, c'est un versement de subvention suivant la typologie d'action. Ça ne sera jamais une aide directe à l'embauche telle qu'on l'a déjà vu dans le cas des emplois aidés, par exemple. Alors, est-ce que ça répond à votre question? Et Nicole, tu disais qu'il y en avait 2 questions. Oui, elle a posé aussi une autre question, mais vous pourrez prendre la parole, Madame Langagne. Elle travaille dans un établissement APF France Handicap et selon ce que vous avez dit, est-ce que ça veut dire que il y aura qu'un seul établissement, donc le Sirène, qui pourra faire la demande? Oui. Au niveau Oui, national. oui. Au niveau national, il n'y aura qu'un seul établissement. C'est le premier qui va faire la demande de salaire préventeur qui pourra en bénéficier pour le SIRAN en entier, pour l'entreprise. On est vraiment dans ce cas-là. Le plafond est par SIRAN, c'est-à-dire que si vous avez un établissement qui demande le forfait préventeur, mais un autre établissement qui demande des équipements, l'ensemble sera plafonné à 25 000 euros pour l'ensemble du SIRAN, de l'entreprise. Après, vous avez tous des formes juridiques différentes. Je sais qu'il y a parfois des grandes entreprises, mais qui ont quand même des SIRAN différents. Là-dessus, je ne connais pas la structure juridique de APF France Handicap. Je laisse Yolène prendre la suite. Tout à fait. Donc, il y a une question de Emeline Gendreau, qui est formatrice PRAP en centre hospitalier public. Et donc, elle voulait savoir si son établissement pouvait bénéficier de la subvention, étant un établissement public. Et non, malheureusement, la fonction publique, quelle que soit territoriale ou hospitalière, est exclue de ce dispositif comme nos autres subventions nationales. C'est uniquement pour les établissements relevant du régime général. Qui cotisent chez nous. Voilà. Donc, il y avait une autre question aussi à laquelle, du coup, Nicole a répondu. C'était une question de Rebecca concernant, en fait, savoir si le préventeur qui intervient dans l'entreprise peut être un travailleur indépendant. Eh ben, Nicole a bien répondu. Donc, Voilà. non, il doit être salarié de l'entreprise parce que ce qu'on avait expliqué dans le salaire préventeur, il doit faire des actions de sensibilisation et de prévention auprès des salariés de son entreprise. Ce qui n'est pas le cas. Par contre, si c'est un indépendant qui a des compétences, qui fait des actions de sensibilisation au sein d'une entreprise, oui, là, il peut avoir, mais c'est l'entreprise qui pourra avoir lui pourra intervenir pour ces actions de sensibilisation, mais il pourra également dire à l'entreprise qu'elle peut bénéficier de la prise en charge de 70% des actions de sensibilisation qu'il aura proposées en entreprise. Sur la base des factures de ce prestataire. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Il y avait pas. juste une petite question dans les questions-réponses. Oui, oui, tout à fait. Madame Hérissé, qui est formatrice indépendante et qui demande ce qu'est l'accord de branche. Alors, des accords de branche, en fait, c'est un peu comme les accords pénibilité. C'est les branches professionnelles qui vont établir une sorte de liste de métiers exposés aux facteurs de risque TMS, en prenant en compte également des données de sinistralité. Donc, ils vont construire comme un peu les accords pénibilité. Ils vont le faire valider, il faut que ça soit validé auprès de la DGT. Et c'est comme ça qu'en fait vont être actés les accords de branche.
Donc, comment savoir si une entreprise a un accord de branche? On vous a mis le lien, le petit que vous voyez en vert, on vous a mis les différents accords de branche. Donc, sur le site Amélie, on peut retrouver également pour chaque accord de branche tous les métiers qui sont listés. Et si vous voulez savoir, parce que nous aussi, ça nous arrive d'avoir des doutes parce qu'on parle, pour savoir s'il y a un accord de branche, on parle en convention, ce qu'on appelle en identification, des conventions collectives. On pourra vous envoyer également dans service public. Vous avez la possibilité de savoir de quelle convention collective, à quelle convention collective vous appartenez et si justement vous pouvez bénéficier de cette majoration de subvention. Donc, en cliquant là sur notre petit point d'exclamation, on a accès du coup à la liste des accords de branche et au contenu de ces accords de branche. Donc, il y a une autre question en rapport avec les accords d'entreprise. Laura Escarment demande comment est-ce qu'ils peuvent savoir s'ils sont concernés. Donc, en allant sur cette liste et en vérifiant si leur entreprise appartient à un des secteurs d'activité. Alors, en fait, il y a ça. Quand on fait une demande, alors pour une explication, quand on fait une demande de subvention, au moment où l'entreprise fait « je demande ma subvention », vous devez indiquer votre effectif et vous devez indiquer, si vous avez un accord de branche, il y a tout un menu déroulant avec toutes les conventions collectives. Donc, en amont avant de déposer la demande de subvention, je vous invite, je vais essayer d'aller vous le trouver, à regarder sur service public comment trouver sa convention collective. Vous mettez votre SIRET et là, ça va vous donner votre indice de convention collective et vous pourrez voir si elle est dans le menu déroulant. Donc, en général, les ressources humaines savent si leur entreprise est rattachée à un accord de branche. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, il y a une question du coup par rapport à celle qui avait été posée précédemment. Où un hôpital public peut-il trouver des subventions? Oui, alors c'est que les subventions, vous savez, ça vient des fonds publics et l'établissement public est lui-même public, vous voyez, donc ça se mord un peu la queue. Je suis désolée là-dessus, nous sommes, à la Sécurité sociale, hein, nous assurons le régime général qui cotise chez nous, donc effectivement, les subventions sont liées à la cotisation qui est versée à nos organismes. Néanmoins, penchez-vous sur les ARS, agences régionales de santé, qui elles se mettent à ouvrir aussi les subventions. Alors, je pense notamment pour les EHPAD, à la fois pour le privé et pour le public. Je crois que c'est pas forcément le cas des hôpitaux, mais c'est le cas des EHPAD notamment. Donc de regarder dans les appels à projets de l'ARS, c'est peut-être l'une des possibilités que j'ai en tête. Il y a une autre question sur la liste de matériel subventionné, savoir si cette liste évolue, en fait, peut évoluer, notamment pour les chaises de douche réglables en hauteur et inclinables. Alors, la liste, oui, est évolutive. On a déjà eu des listes qui ont été rajoutées. On n'avait pas tout l'aspect vibration mécanique. Après, vous dire si tel ou tel équipement peut être ajouté, là, c'est vu en commission des accidents du travail et maladies professionnelles avec les branches professionnelles et partenaires sociaux. Donc, je ne m'engagerai pas sur vous dire oui, ça peut évoluer, mais quel type de matériel, on n'a pas encore cette liste. Si Cécile, tu veux rajouter, tu veux faire un complément. Oui, bah, c'est ça, tous les 2-3 mois à peu près, on a des équipements qui se rajoutent au fil des discussions avec les branches professionnelles. Voilà. Pour le secteur médico-social, parce que probablement vous en faites partie, si vous parlez de chaises de douche, il y a quand même pas mal d'équipements dans le secteur médico-social qui sont financés via cette subvention, hein. Tout ce qui est rails de transfert, équipements de transfert, le sont. Donc je pense que vous pouvez déjà piocher pas mal dans les équipements qui sont proposés dans cette liste limitative. Une nouvelle question. Donc, c'est à l'entreprise de créer une facture indiquant les frais de formation interne et y regrouper les frais de remplacement des salariés. Alors, pour les formations, la subvention sur les formations n'est que sur facture d'un organisme de formation. Ça veut dire que si vous faites des formations dans l'entreprise,
si vous sous-traitez la formation à un organisme de formation, vous pourrez toucher la subvention sur la base de la facture du prestataire, donc de l'organisme de formation, et uniquement. C'est-à-dire que si vous êtes vous-même le formateur interne d'entreprise, vous pouvez financer votre propre formation de formateur dans un organisme de formation. Par contre, vous ne pourrez pas financer le temps, voilà, les frais liés à cette formation. Nous vous invitons notamment moins à vous pencher sur le volet action de sensibilisation, où c'est tout ce qui est collectif, finalement, atelier, etc., qui peuvent vous permettre justement de financer aussi justement tout ce qui est logistique autour de ces actions collectives. Attention dans ce cas-là à faire des factures de sensibilisation et non pas des factures de formation. Et si je peux rajouter, Cécile, Oui. les frais de remplacement des salariés, s'ils apparaissent, ne sont pas pris en charge. Oui, C'est dans les exclusions des conditions générales. tout à fait. Après, comme vous semblez être formateur d'entreprise, donc ça veut dire que vous pouvez aussi demander le volet salaire préventeur, puisque vous êtes formateur interne, vous passez du temps dans ce cas-là pour faire des actions de prévention d'entreprise. Vous pouvez du coup demander à votre entreprise de candidater au forfait salaire préventeur. C'est aussi un moyen finalement de financer vos formations internes. Alors, une autre question. Donc, nous développons en interne une machine spécifique pour remplacer le brossage de certaines pièces aujourd'hui facteur de pénibilité, vibration. Est-ce que nous pouvons prétendre à la partie 3, aménagement de poste? Quelle facture serait éligible selon vous? Alors Temps déjà, de développement, coût. faut rappeler le sens, le but de l'aménagement de poste, c'est vraiment déjà des mesures individuelles, donc pour mesure individuelle, comme c'est bien précisé, et ça doit être avec une préconisation du médecin du travail. C'est pas on fait la machine et après c'est le médecin qui décide. Voilà, il faut vraiment aller d'abord sur solliciter le médecin du travail qui dira si voilà, qui fera ses différentes préconisations. Si tel était le cas, si c'est une machine où il y a vraiment un seul salarié, oui, tous les autres frais peuvent être pris en compte. Il faut néanmoins des factures. C'est toujours pareil avec des factures externes. Vous ne pouvez pas vous auto-facturer. Ça n'existe pas. N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez poser vos questions à l'oral. Ça permettra après et enclencher le micro ensuite si vous souhaitez poser vos questions à l'oral. On va laisser la parole à Franck Fontaine et puis on répondra ensuite à la question de Rebecca. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si la demande de subvention, donc moi je suis dans une clinique privée qui est à hauteur de 25 000 €. Est-ce qu'on peut faire sur la même subvention, en un seul dossier, une demande de matériel différent? Ou est-ce qu'il faut faire pour un matériel bien précis, un dossier, et si c'est un autre matériel différent pour un autre service, un autre dossier? Alors, On peut par tout rapport à regrouper. vous, par rapport à vous, déjà, clinique privée, il y a un accord de branche. Je préfère vous informer, mais quand même à vérifier avec votre identifiant de convention collective. Il y a un accord de branche qui a été signé cet été, donc qui vous permet une majoration à 85% de la prise en charge. Et si c'est le même volet, nous on va parler en volet d'action. Si on est dans l'action prévention et dans le volet équipement, vous pouvez regrouper plusieurs factures, plusieurs matériels différents. Par contre, bien vérifier que vous avez bien les attestations de fournisseurs pour chaque équipement. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Les deux sont possibles en tout cas, soit de faire plusieurs demandes ou soit une seule. Oui. Ouais, tout est possible. Tout est possible. Ça nous semble plus simple de faire en une seule, mais vous pouvez vous amuser à faire plusieurs tant que vous respectez les planchers et plafonds. Les fameux 1000 et 25 000. D'accord, très bien, merci beaucoup. Donc, il y a une question de Rebecca. Est-ce que le diagnostic ergonomique est indispensable pour une demande de financement pour l'achat de matériel ergonomique pour réduire la charge physique, pardon? Alors, je vais répondre non, justement, c'est déconnecté. Ça veut dire qu'on finance les diagnostics ergonomiques et on vous encourage à les faire parce que ça va vraiment vous ouvrir les yeux sur un certain nombre de facteurs et vous amener beaucoup d'idées de solutions. Néanmoins, le diagnostic ergonomique en finance n'est pas obligatoire pour demander le financement d'un équipement. Par contre, cet équipement dont vous demanderez le financement doit être dans la liste des équipements financés. C'est-à-dire, s'il n'est pas dans la liste, il est refusé.
Donc, il faut presque partir de la liste finalement et regarder par rapport à ce que vous envisagez. Néanmoins, même si ce diagnostic ergonomique n'est pas indispensable pour demander l'équipement, nous vous recommandons d'en réaliser des diagnostics ergonomiques là-dessus, avec la prise en charge de 70%. Ce sont parfois du coup des frais qui sont relativement réduits et vous pourrez y trouver du coup des pistes de solutions qui amélioreront grandement les conditions de travail. Nicole et Yolène, est-ce qu'on arrive au bout? Oui, mais n'hésitez pas à poser d'autres questions en levant la main. Il y en avait une tout à l'heure à laquelle on n'a pas répondu, c'est Brice qui demande, pardon, si on a des formations TMS, gestes et postures pour formateurs d'organismes de formation. Alors, en fait, ça fait même plusieurs décennies qu'on ne recommande plus les formations gestes et postures, mais les formations PRAP. Les formations gestes et postures ne répondent pas aux principes généraux de prévention, tandis que les formations PRAP visent à avoir un regard plus global sur sa situation de travail. Par contre, les formations PRAP, un formateur, enfin un salarié d'entreprise, si vous êtes salarié de votre entreprise, peut suivre une formation PRAP pour votre propre poste. Attention, par contre, si vous êtes formateur d'organisme de formation, vous ne pouvez pas demander vous ne pourrez pas faire subventionner la formation de formateur. Je sais que c'est compliqué, mais voilà, comme c'est vraiment le cœur de métier d'un organisme de formation, on ne finance pas la formation de formateur. Hormis la formation PRAP, nous avons aussi la formation personnes ressources TMS, qui est une formation plus complète qui vise à former des animateurs prévention sur le sujet des TMS. Ça répond à votre question. Alors, du coup, il y a d'autres questions qui sont arrivées. Pouvez-vous nous dire où apparaît sur Internet le baromètre de consommation en temps réel du solde de budget FIPU? Alors, je vous remets la page. Ouais. Voilà. Alors, c'est sur la page de la CARSAT. Aquitaine, parce que la CARSAT Centre-Ouest, voilà, nous n'avons pas le baromètre, nous n'avons pas de baromètre. Exactement. Donc, sur la site de la CARSAT Aquitaine, mais c'est révélateur de manière générale de cas de toutes les régions. Vous avez du coup la consommation. Alors, c'est pas en temps réel, c'est tous les mois, parce que on n'arrive pas à ce niveau de finesse. Vous l'avez du coup mise à jour tous les mois. Là, c'est une extraction qu'on a fait cet été. Vous voyez qu'on était ouvert. Donc, là-dessus, il n'y a pas de sujet finalement d'épuisement du budget. Alors, nous avons une autre question concernant les exosquelettes qui ne sont pas donc a priori dans la liste des équipements. Donc, est-ce qu'ils le seront prochainement? Les exosquelettes, non, ils ne sont pas dans la liste. Alors, tout simplement parce que ce n'est pas un matériel que nous recommandons en termes d'action de prévention collective vis-à-vis des salariés, parce qu'on n'a jamais eu de bons résultats là-dessus. La seule possibilité, c'est sur prescription du médecin du travail. Les exosquelettes peuvent avoir des atouts pour les salariés qui sont en risque de désinsertion professionnelle. Ça vient compenser d'une certaine manière leur douleur et leur handicap. Et ça peut être sur prescription du médecin du travail. Mais ça ne fait pas partie des équipements dans la liste d'équipements. Alors, question suivante. Si les actions de sensibilisation sont réalisées par le formateur interne, on ne peut pas les faire financer dans le volet actions de sensibilisation puisque, il n'y a pas de facture. Est-ce que c'est bien ça? Alors, effectivement, le temps passé, vous ne pouvez pas vous auto-facturer. Par contre, si vous réservez une salle, par exemple, si vous avez un prestataire qui vient en plus pour vous appuyer, s'il y a une facture extérieure, dans ce cas-là, ça peut passer dans le volet sensibilisation. Et donc, ne pas oublier aussi que si ça ne peut pas être financé dans le cadre des actions de sensibilisation, ça peut être financé, valorisé via le forfait salaire préventeur. Aussi, bien sûr. Si vous menez des actions de sensibilisation, vous êtes actif du coup en prévention, ça vous permet d'être éligible sur le salaire forfait préventeur. Oui, on tombe toujours sur nos pattes. Nous avons une question de Mathilde. Alors, elle a pas précisé, il faudra qu'elle prenne la parole. Est-ce que les frais de ma formation MAC donc, peuvent être remboursés par la subvention? Mais elle n'a pas précisé si elle était formatrice interne ou formatrice d'un organisme de formation.
Est-ce que vous voulez prendre à formatrice interne? Voilà, donc elle est formatrice interne. Est-ce que les frais de sa formation MAC pourront être pris en charge par la subvention? Alors oui, la formation de formateur, oui. Si elle est réalisée en 2025, vous demanderez la subvention en 2025. Si vous devez réaliser votre MAC en 2026, dans ce cas-là, vous faites votre MAC et la facture du MAC pourra être versée à une subvention, à une demande 2026, puisque ça aura été réalisé en 2026. Et par contre, le point de vigilance, c'est être sûr que le minimum de formation, c'est 1 430 € hors taxe. Voilà. Sinon, vous les cumulez si il y a plusieurs formations dans l'année, vous les cumulez sur l'année pour arriver à ce plancher de 1 430 € d'investissement hors taxe. Après, une formation de formateur PRAP, c'est plusieurs semaines, donc je pense qu'on doit atteindre les 1400. Là, c'était sur du MAC. Ah oui, le MAC, oui, c'est plus court, oui, effectivement. Et Nous n'oubliez avons pas, fait le tour des questions. N'hésitez pas à lever la main, à prendre la parole pour avoir toutes les questions et repartir avec toutes les réponses et tous les éclaircissements liés à cette subvention. Oui, Madame Hérissé? Bonjour. Je Bonjour. voulais savoir du coup pour voir avec les établissements, parce que moi je vise plus les établissements comme les EHPAD. Et du coup, il faut donner plus le flyer que vous avez mis là, le flyer qu'il y a devant nous en fait. Mhm. On leur donne en même temps qu'on propose les formations. C'est une proposition. De Et joindre le flyer avec vos devis, par exemple, ça encouragera le dépôt de la demande de subvention. Et Et c'est du un coup, argument commercial aussi pour vous. C'est-à-dire, si vos prestations de formation sont financées à 70%, on espère que ça peut permettre de vous faciliter le travail commercial. et le flyer, ça explique tout par rapport au moins 70% aux Oui. sommes qu'ils peuvent avoir et tout. Oui, il y a un tableau avec les seuils et tout ça, oui. Et vous pouvez faire aussi le lien qui est très bien fait vers le simulateur d'éligibilité. Mm. Qui est aussi présent dans la même page, hein, dans la même page de la CARSAT Aquitaine. Très bien. Merci beaucoup. Mhm. Il n'y a pas d'autres questions. Peut-être du coup, Non. vous posez la question peut-être à l'Assemblée. Est-ce que cette subvention, est-ce que vous pensez que vous la demanderez? Est-ce que vous y voyez de l'intérêt? Et est-ce que c'est pour vous, vous pensez que c'est un levier justement pour inciter les entreprises à participer à vos actions de formation? Notre objectif, c'est que justement cette subvention soit demandée, hein, et qu'elle soit demandée notamment sur les formations habilitées, parce que bah, voilà, nous portons ce dispositif d'habilitation. Nous souhaitons que les formations habilitées soient déployées en plus grand nombre. Donc, il vous a du coup un relais en tant qu'organisme de formation et formateur interne, vous êtes du coup un relais pour que ces formations se fassent et qu'elles soient d'autant plus réalisées qu'elles sont subventionnées à 70%. Bon, globalement, les réponses sont positives. Oui, c'est positif. En tout cas, si vous avez d'autres questions, on sera présent à Préventica, hein, donc il y a le grand salon de la prévention à Bordeaux, qui aura lieu le 14, 15, 16 octobre au Parc des Expos de Bordeaux. On sera pas tous en même temps, hein, on s'est réparti le boulot, mais on sera présent sur le stand. Et il y aura notamment du coup toutes les questions subventions et formations qui pourront être étudiées. Il y avait une question. Pouvez-vous nous envoyer le flyer le temps que nous les commandions sur le lien? Alors, dans le diaporama qu'on vous enverra, il y a tous les liens. C'est-à-dire, il y a les liens vers le simulateur, il y a les liens vers le flyer, il y a aussi le lien vers la page CARSAT Aquitaine dans lequel vous retrouvez tous les outils. Par contre, vous ne pouvez pas commander les flyers, hein. Il n'y a pas d'endroit, enfin, c'est à vous de faire l'impression. Il n'y a pas, on n'imprime pas les flyers, nous, directement. On les a en PDF et ils sont à votre disposition. Voilà. Il y a des mains levées.
Je ne vois pas les noms. Franck Fontaine. Je pars bientôt en reconversion professionnelle, en transition professionnelle. Et moi, donc, j'aurai une MAC à faire quand je reviendrai à la mi-2026. Je ne sais pas si je resterai dans l'entreprise, mais au cas où. J'ai proposé un nom pour me remplacer pour que quelqu'un d'autre soit formé en formateur PRAP. À l'heure actuelle, la direction m'a dit on passe par une société qui s'appelle Doxea en formation, qui aura peut-être pas les budgets. Par contre, si j'ai dit, bah écoutez, et la CARSAT peut financer, donc pour l'amener vers un autre organisme de formation pour former quelqu'un d'autre en formateur PRAP, est-ce que ça marcherait pour me Ah, remplacer? alors, on finance 70% de la formation de formateurs internes. Voilà, c'est ça. Mais avec l'accord de branche, donc ça ferait du 85. Ça fait 85%. Bien passé par des organismes de formation habilités. Hein. Voilà, Vous êtes en tous passant. habilités, donc vous savez tous comment ça s'est passé. Voilà, passez bien Voilà. par un organisme de formation habilité. Donc là, parce que normalement, c'est les formations qui passent par le groupe, mais là, donc, dans ce cas-là, je pourrais trouver un organisme de formation et l'envoyer à part d'une formation groupe pour pouvoir être remplacé. Par exemple, oui, pour être formateur, il faut qu'il ait sa formation de formateur. Donc, il sera obligé de passer par un organisme Voilà, de d'accord. passer par un organisme de formation habilité qui Donc, ça émettra peut... une facture que vous pourrez verser à la subvention. D'accord. Donc ça peut être un levier pour justement créer ce roulement avec un nouveau formateur PRAP. D'accord. Très bien. Et tout à l'heure, vous parliez de la formation personnes ressources TMS. Si vous Oui. pouviez en dire un peu plus. Alors, c'est une formation personnes ressources alors qu'on a créée dans le cadre de notre programme TMS Pro qui visait les entreprises qui avaient une forte sinistralité TMS. C'est une formation qui a lieu en 5 jours avec 2 intersessions dans lesquelles le formateur vient dans l'entreprise et qui vise à la fois à être en mesure d'animer la démarche de prévention, le projet de prévention des TMS dans l'entreprise et aussi d'être en mesure de réaliser voilà, une étude, d'être un peu outillé pour réaliser une analyse des situations de travail dans l'entreprise. Très bien. Bon, Ça vise merci plutôt beaucoup. la fonction d'animateur, vous voyez, ça vise la fonction QHSE, animateur prévention sur le sujet des TMS. D'accord, très bien. Ça ne permet pas, attention, hein, c'est pas une formation qui vous permet d'être consultant. Je veux dire, vous avez parlé que vous étiez en reconversion. C'est vraiment dans un rôle d'animateur interne dans l'entreprise. Hein. Ça ne permet pas de devenir un professionnel des TMS. Hein. C'est pas en 5 jours qu'on fait un professionnel des TMS. Non, ça j'ai bien compris. Bon, très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Madame Véronique Cosnard, vous pouvez prendre la parole? Oui, bonjour à tous. Alors ma question était que pour l'instant, donc moi je suis formatrice PRAP, mais dans l'entreprise dans laquelle je travaille depuis 5 ans, le dispositif PRAP n'a pas encore été mis en place. On est en train de préparer la demande d'habilitation qu'on devrait pouvoir vous transmettre sous quelques jours. Mon certificat PRAP est valide jusqu'à l'année prochaine, mais pour me permettre de suivre le projet du mieux possible, j'ai demandé d'anticiper mon MAC de formateur. Ça a été accepté et cette formation aura lieu début octobre. Ma question de ce fait, c'est comme nous ne serons pas encore habilités, puisque notre demande sera en cours d'analyse de votre côté, est-ce que mon MAC PRAP peut quand même être pris en charge dans le cadre de ces subventions? Les deux sont déconnectés. Hein. L'habilitation, la demande d'habilitation est d'un côté, la demande de subvention est de l'autre. D'accord, donc je peux quand même faire la demande, même si la demande d'habilitation n'est pas encore confirmée. D'accord. Tout à fait, tout à fait. Par contre, faites plutôt la formation MAC avant de déposer votre dossier d'habilitation. Dans ce sens-là. Parce que comme ça, vous avez les outils pour déposer au mieux votre demande d'habilitation. Oui, tout à fait. Parce que l'objectif, c'était de répondre au mieux et de pouvoir préparer le projet ensuite avec les futurs acteurs PRAP. Très bien, je vous remercie. Et Madame Costa, comme vous êtes du coup formateur interne, donc c'est-à-dire que votre MAC il peut être financé. Si vous le faites en 2025, vous pouvez le demander en 2025. Si vous le faites en 2026, vous pouvez la demander en 2026. Mais du coup, vous pouvez demander la subvention de votre formation de formateur. Mais également, du coup, comme vous menez des actions de prévention, vous pouvez du coup demander à votre entreprise de demander le salaire préventeur.
Oui, tout à fait. C'est Les, pour ça que les c'est très fameux, intéressant de participer à les cette, fameux 8000, cette quoi. réunion. Mm. Oui, c'est ça. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Il y avait une autre question par rapport au salon Préventica dont tu as parlé tout à l'heure, Cécile. Donc, Mathilde, formatrice PRAP interne, est-ce qu'on pourra lui rembourser les frais de déplacement pour Préventica avec la subvention? Dans le cadre des actions de sensibilisation, non. Parce Non. que les actions de sensibilisation, ce sont des actions de sensibilisation, c'est des actions collectives à destination des salariés de l'entreprise. Là, c'est la personne qui se déplace sur un salon, voilà. Mm. Donc, non, on ne pourra pas, la subvention ne pourra pas être prise pour, en tout cas, le côté action de sensibilisation ne peut pas être prise avec la subvention prévention des risques ergonomiques. Nous invitons à demander le salaire préventeur, puisque vous êtes Mmh. ergothérapeute, formatrice interne, vous allez à Préventica, donc vous œuvrez en prévention. Donc là-dessus, demandez le salaire préventeur, les fameux 8000. 235, ça permet de commencer. Ça permet Voire de les 10 000, compenser voire les les 10 000 soins. suivant les accords de branche, parce que vous semblez être dans le secteur médico-social. Il me semblait qu'il y avait la main de monsieur ou madame, oui, madame Hérissé Stéphanie qui s'était levée. Oui, excusez-moi. Je voulais savoir, en fait, au niveau des établissements, vous parlez de salaire préventeur. En fait, dans les établissements, il peut y avoir qu'une seule personne qui s'occupe au niveau de la prévention, d'avoir le salaire préventeur. Il y aura, en fait, il peut y avoir plusieurs personnes au sein d'une entreprise ou d'établissement qui fassent de la prévention, mais on ne pourra donner qu'un seul salaire préventeur pour toute la période 2024-2027. Par exemple, il y a deux acteurs PRAP ou un formateur et un acteur PRAP. Les deux font à leur niveau des actions de prévention ou de sensibilisation. On pourra le demander pour qu'une seule personne. Une entreprise, un salaire préventeur. Et du coup, s'il y a l'établissement, en fait, je vois, il y a des groupes au niveau des EHPAD. Par exemple, il y a une directrice qui fait 3 EHPAD. Les 3 EHPAD, c'est comme les entreprises, en fait, ça sera que pour une EHPAD, en fait, les demandes. Alors, c'est nous, on fonctionne en SIRAN, s'ils ont le même SIRAN. Si c'est pas des... Parce qu'on peut appartenir à un grand groupe et avoir un SIRAN, on peut appartenir à une enseigne, un grand groupe, et pourtant n'avoir qu'un SIRAN différent. S'ils ont le même SIRAN, oui, c'est un seul salaire préventeur. Si les SIRAN sont différents, ils pourront avoir un salaire préventeur par établissement. D'accord, donc même s'ils ont la même directrice, du moment qu'ils ont le même un SIRAN, Alors, à mon avis, s'ils ont la même directrice, on est sur... je m'engage pas, mais potentiellement sur le même SIRAN. Oui, en général, oui. Je vais me renseigner. Merci beaucoup. Vérifiez votre SIRAN. Enfin, en gros, c'est un forfait par SIRAN et sur la période 2024-2027. On ne peut pas cumuler ce forfait-là. D'accord. Et il n'est pas au prorata, hein, ce n'est pas la moitié d'un forfait, c'est 0 ou 8000, quoi. D'accord, très bien. Ben, je vais me renseigner. Je vous remercie beaucoup. Il y avait APZAD qui a levé la main également. Oui, bonjour. Je suis référente prévention et formatrice en interne pour une structure d'aide et de soins à la personne. Donc, justement, je correspondrai dans les critères pour le volet salaire préventeur. Je voulais voir avec vous sur les temps de sensibilisation que j'anime lors des recrutements ou justement prévention TMS, utilisation du matériel, tout ce qui est aide technique. Est-ce que justement ces temps-là, par feuille d'émargement, mon employeur peut demander une subvention pour ce temps-là, ou est-ce qu'il sera compris dans le salaire préventeur?
c'est toujours pareil, hein, une histoire de facture d'un prestataire extérieur. Vous pouvez toucher le salaire, enfin le forfait, pas vous directement à votre entreprise. Hein. C'est peut-être Ouais. quelque chose qu'on a oublié de dire. Hein, les 8 000 euros, c'est pas pour dans votre poche, c'est Et ce sera pas sur le c'est compte pour courant. pour l'entreprise. Donc, comme vous menez des actions, votre entreprise aura le droit au forfait des 8 000, voire même 10 000, hein, si vous avez un accord de branche. On a Par un contre, tout accord ce de qui est branche. action de sensibilisation, il faut une facture d'un prestataire extérieur. Ça peut D'accord. être des frais de logistique, hein, on parle souvent de réservation de salle, ou des frais d'un prestataire extérieur. Mais vous ne pouvez pas vous auto-facturer. Action de sensibilisation, c'est sur Tout à facture fait. d'un prestataire Voilà. extérieur. Ok. Mais ok, il n'y a pas de souci. Et je pose juste une petite question parce que j'ai un oubli. On parlait de flyers de prévention. Nous, on en a créé. Est-ce que du coup, ça ne rentre pas dans une subvention non plus? Il faut que ça soit en lien avec les TMS, hein, on est toujours d'accord. C'est on est tout toujours- à fait en lien. C'est sur, Ça- c'est des fiches individuelles sur des aides techniques qui sont utilisées par des soignants. Eh ben, les frais, c'est bien indiqué, hein, les frais de création d'infographie ou les frais d'impression, ou si vous êtes passé par un imprimeur, si vous avez les factures acquittées pour 2025, vous pouvez faire une demande de subvention. D'accord, mais il faut une facture acquittée des frais d'impression, etc. Oui. C'est ça. De l'entreprise d'infographie qui vous l'a peut-être fait, ou l'imprimerie. Enfin, il faut une Donc, facture c'est nous-mêmes extérieure, quoi. en interne. Hein. Donc, du coup, on ne peut pas Non. justifier. OK. Voilà. OK. Le salaire préventeur, c'est l'employeur qui le demande, ce qui paraît logique. Quels sont les documents qu'il doit fournir? Alors, on va vous remettre la slide. Donc, on va lui demander, de toute façon, toute demande de subvention, c'est le responsable parce qu'il s'engage. Il s'engage déjà sur certains critères sur le DU, être à jour de ses cotisations sociales. Donc, c'est vraiment le responsable, le directeur, le dirigeant qui va faire la demande. Nous, on va demander un contrat de travail. On va demander une attestation sur l'honneur. On demande souvent une lettre de mission, de vraiment la mission de ce que va faire le salaire de la personne, le salarié qui va bénéficier du salaire de préventeur, plutôt pas le salarié, mais pour qui on va demander le salaire de préventeur, on va lui demander une fiche détaillée de ses missions et on peut demander également à l'entreprise un plan d'action. Nous listons sur l'année ou 2 ans toutes les actions de sensibilisation et de prévention qui vont être faites à destination des salariés de l'entreprise. D'accord. Donc, en fait, le plan, alors, le fiche de poste de ce salarié qui a un temps, par exemple, qui a un temps défini pour la formation, ça peut être aussi, et en fait, décrire un peu, voilà, toutes les actions qu'il a fait ou qu'il a fait l'année dernière aussi? Non, parce qu'on est sur 2025. C'est sur 2025. Et par contre, on peut lui demander aussi de justifier de ses compétences. C'est-à-dire, on demande la lettre de mission, on peut demander également les attestations de formation. Alors, les certificats de formateurs et les attestations de présence des stagiaires? Non, pas forcément là. Là, on ira plus loin dans le cas d'un contrôle. D'accord. On demandera pour vous, la personne qui sera nommée pour que l'entreprise puisse bénéficier pour tel salarié du salaire préventeur, on demandera pour ce préventeur ses compétences, en tout cas les formations qu'il aura pu avoir. Oui, normal. Même si elles ont été notées sur Fortrev. Oui. D'accord. Non, mais c'est normal, ok. Oui. Bah, de base à la demande, c'est contrat de travail du salarié préventeur et attestation du salarié, attestation de l'employeur. Si on a des doutes, si on contrôle, on va demander des preuves supplémentaires, la fiche de poste avec les détails des missions. Ça va peut-être répondre à votre question, Madame Langagne. Fiche de poste qui détaille du coup ces missions prévention, attestation de formation. Alors, si vous êtes formateur PRAP, vous avez votre attestation de formation des formateurs et éventuellement quelles sont les actions justement qui ont été menées. Vous voyez, c'est un peu, voilà, il y a 2 niveaux, c'est le contrat de travail notamment, en fait, ne permet pas d'expliciter. Voilà, marqué sur attestation les formations initiales et les MAC qui sont établis en 2025 et 2026. Ok. Ok. Mais merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair pour moi. Ok. Merci. Alors, il y avait une question d'Étienne Pétolas, qui est responsable HSE dans le secteur SAV électroménager grande distribution. Il travaille donc, il est sur une création de poste depuis 2 mois et sa formation ou une partie de sa rémunération à ce niveau de poste peut-elle rentrer dans le cadre de la subvention?
parce qu'en fait, il gère le niveau national, 5 régions. Et il est basé sur Aix, mais il voulait savoir si cette subvention est nationale ou uniquement régionale. Alors, elle est nationale, c'est-à-dire qu'elle est évidemment disponible sur l'ensemble du territoire et doit être demandée par l'entreprise via Net Entreprise. Donc, ça veut dire que du coup, et après, elle sera traitée dans la région dans laquelle est domicilié le SIRET en question. Mais c'est national, c'est-à-dire que vous soyez à Aix, Rennes, Paris, il y a exactement les mêmes conditions. Vous pouvez du coup demander le forfait préventeur si vous êtes en train, voilà, si vous, sur 2025, vous avez mené des actions de prévention. Vous pouvez peut-être commencer, si vous êtes en création de poste, par vous faire financer la formation. Comme vous dites que vous êtes en création de poste, je vous rappelle les formations qui sont éligibles. Vous pouvez profiter de cette prise de poste pour vous faire former sur le PRAP, sur TMS. Comme vous êtes dans la grande distribution, c'est peut-être les deux formations qui peuvent vous être utiles. Ça peut déjà être un début. Ça répond à votre question, Monsieur Pétolas? Pas de micro. OK. Oui, c'est Merci de OK. votre réponse. Du coup, il y avait une autre question de Mathilde, mais je crois que Cécile, tu y as répondu un petit peu tout à l'heure. Est-ce que... Il y en a une autre, Yolène, dans questions-réponses, Ah, dans ok. votre onglet. Alors, par rapport à Mathilde, petite précision, on ne demande pas pour le moment, tant qu'il n'y a pas de contrôle, on ne demande surtout pas les fiches de paye, on demande les contrats de travail. On n'ira pas jusqu'à, voilà, on va demander le contrat de travail pour le salaire préventeur. Et ce qu'on disait tout à l'heure, une attestation sur l'honneur de l'employeur. Donc, effectivement, il y a une question concernant un acteur PRAP. Peut-il faire la demande pour le salaire préventeur? Alors, ce n'est pas l'acteur PRAP qui va faire la demande, c'est l'entreprise qui fera la demande. Après, oui, il peut demander le salaire préventeur. On demandera derrière, est-ce que des actions, peut-être sans doute un plan d'action, de savoir des actions qui auront été faites de sensibilisation et de prévention. Et si ce salarié mène des actions de prévention Voilà. pour les autres entreprises, pour les autres salariés, vous voyez, c'est dans sa fonction, dans ses missions, il a des missions de prévention, vous voyez. C'est pour ça qu'acteur PRAP, c'est de la prévention pour soi-même, souvent dans cette formation. Là, le salaire préventeur, c'est plus large, c'est pour les agents, les salariés qui ont une fonction d'animateur prévention, qui font de la prévention dans leur entreprise. Et si c'est votre cas, si justement vous êtes acteur PRAP et vous faites des actions de prévention d'entreprise, nous vous invitons à vous tourner vers la formation Personnes Ressources TMS qui vous outillera plus pour assurer cette mission. Ah, pardon, je lève la main. Il y a une main levée. Je vois pas. C'est apaisade, Yolène. Ouais, quelqu'un veut poser une question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'oubliez pas d'activer votre micro pour poser la question. A priori. C'est que la main est peut-être par... Oui, la main n'a pas dû être baissée. On ne peut pas vous allumer le micro à votre place, en tout cas. J'ai l'impression qu'on arrive un peu au bout des questions qui sont finalement nombreuses. Beaucoup sur le salaire préventeur, j'ai l'impression. En tout cas, nous aussi, notre objectif, c'est aussi d'encourager les formations, parce que vous faites partie des entités habilitées, que vous soyez organisme ou entreprise habilitée. Donc voilà, ce qu'on espère aussi, c'est comme vous faites tous de la formation, soit comme formateur interne ou soit comme formateur d'organisme de formation, c'est que justement aussi la subvention soit demandée sur ce volet formation
dans les actions de prévention. Bon, en tout cas, si on arrive au bout, Donc, pour rappel, la présentation va vous être envoyée. Vous aurez également à disposition le replay. peut-être dans un second temps, en tout cas, le diaporama, le replay, diaporama, il y a l'ensemble des liens qui sont disponibles dans le diaporama. Voilà. Je vais peut-être du coup arrêter le partage, arrêter la présentation. Et vous remercier du coup d'avoir été très nombreux pour ce webinaire et d'avoir été du coup nombreux à poser des questions. Hein. Ça montre votre intérêt vers cette subvention et on espère que du coup qu'il y aura des demandes sur l'année 2025 et voir l'an prochain. Et peut-être à bientôt en vrai sur Préventica pour ceux qui pourront se déplacer mi-octobre. Merci à tous et bonne journée. Merci à tous. Merci, bonne fin de journée. Bonne journée, au revoir. Merci à l'équipe. Merci.